Et pour parler de cet entretien entre le président Abdel Fattah al-Sisi et son homologue jordanien, le roi Abdullah II, nous avons en ligne M. l'ambassadeur Medhat Al-Melighi, ancien ministre adjoint au ministère des Affaires étrangères. Bonsoir Monsieur l'ambassadeur. Bonsoir à vous. Alors Monsieur l'ambassadeur, quelles sont les grandes lignes de l'entretien qui a eu lieu hier entre le président Abdel Fattah al-Sisi et son homologue jordanien, le roi Abdullah II? Donc, comme vous le savez, l'Égypte entame depuis un bon moment des appels téléphoniques et il reçoit même des chefs d'État pour essayer de calmer la situation à la bande de Gaza et pouvoir acheminer les aides pour les Palestiniens. Et ça est dans l'intérêt dans tous les pays de la région et notamment Israël qui a intérêt à les règlements mis par la Cour internationale de justice pour pouvoir continuer dans cette voie pacifique pour régler le problème actuel. Et de là vient ce contact. On avait vu le président avoir un appel avant avec le secrétaire général des Nations Unies et plusieurs autres appels qu'a eu le ministre des Affaires étrangères et autres pour pouvoir arriver à une solution pacifique au conflit actuel et au génocide qui se passe pour le peuple palestinien. Monsieur l'ambassadeur, on en est à 3 mois maintenant de ces crimes les plus atroces sur le plan humanitaire à la bande de Gaza et la situation ne s'est pas calmée, bien au contraire, elle s'aggrave. Et le nombre de tués augmente, que ce soit des femmes, des enfants ou des adolescents. Israël ferme les oreilles à tous les appels du monde. Donc comment va tourner la situation dans cette région? Bon, exactement comme vous le dites. L'Égypte, de son côté, avec tous les pays arabes et tous les pays qui veulent vraiment établir une paix dans cette région, essayent de tout leur cœur et tous leurs efforts. Mais en même temps, jusqu'à maintenant, il est très clair que Israël continue son plan comme déjà désigné depuis le début de la guerre, le 7 octobre même. C'est quoi son plan, monsieur l'ambassadeur? Mais quel est exactement son plan? Elle continue son plan, qui est quoi? Exterminer tous les habitants de Gaza? Au maximum. Et la destruction de Hamas et le retrait de leurs prisonniers coûte que coûte, même si le prix, c'est des milliers de morts. C'est exactement ce qu'on a déjà vu et ce qu'on continue à voir malgré les 6 demandes de la Cour internationale de justice. Ils pensent qu'ils ont encore un mois à tenir cette guerre. Et d'autre côté, il y a un problème très sérieux qui est le problème de la perte de crédibilité du Premier ministre israélien qui cherche à assurer son futur politique à travers plus de morts palestiniens, notamment des civils, des enfants, des vieux, tout ça. Pour lui, l'essentiel, c'est de continuer dans son pouvoir en tant que Premier ministre. Tout le monde le sait déjà que son futur politique est déjà terminé. Mais le seul moyen pour lui, c'est de pouvoir arriver à une victoire. Et la victoire ne viendra pas que par la continuation de cette guerre jusqu'à la dernière arme et la dernière munition. Il continue à faire cela. Et malheureusement, que ce soit la Cour internationale de justice, que ce soit ses alliés européens et américains, personne ne peut jusqu'à présent, ou peut-être ne veut jusqu'à présent, le persuader que la paix, c'est la meilleure solution pour les Israéliens, pour les otages qui sont en train de mourir l'un après l'autre à cause des bombardements incessables sur la bande de Gaza. Malheureusement, on a une situation qui devient de plus en plus difficile parce que le gouvernement israélien sent que c'est son seul espoir pour pouvoir marquer une victoire et du coup rester au pouvoir en Israël. Monsieur l'ambassadeur, je retiens de ce que vous avez dit quelques points importants, que Israël lui reste encore à peu près un mois
Il lui reste à peu près un mois. Pour quoi faire? Ça, Il ne lui reste pas un mois, mais simplement qu'il doit présenter un rapport qui sera délivré à la République sud-africaine selon la décision de la Cour internationale de justice qu'Israël doit produire un rapport après un mois du verdict. Après un mois de quoi, monsieur l'ambassadeur? Du verdict, de la décision de la Cour internationale. Du verdict, oui. Exactement. Alors, à partir de ce moment, il y a un mois pour qu'il puisse répondre définitivement et montrer exactement les efforts faits par le gouvernement israélien pour ne pas continuer le génocide qui prend place. Alors, il doit montrer jour par jour exactement les efforts qui ont été faits pour le gouvernement pour éviter la continuation de ce massacre et de ce génocide. Oui, alors, mais monsieur l'ambassadeur, je m'arrête un peu à ce rapport. Ce rapport qui sera présenté, est-ce qu'il sera plus fort que les images que le monde entier a vues concernant les massacres humanitaires, la destruction des maisons, des écoles, des hôpitaux? Donc, quelle sera la véracité de ce rapport et sa valeur réelle? Autre chose, est-ce que le verdict de ce tribunal à la suite de la présentation de ce rapport par Israël sera exigeant pour Israël? Non, pas du tout. Ce qui va être exigeant à Israël, c'est de sentir à un certain point qu'elle est en train de perdre ses alliés les plus forts. Si, par exemple, les États-Unis menacent à cause de la situation qu'elle va, par exemple, suspendre la livraison des armes, alors là, ça devient un point sérieux. Jusqu'à que les États-Unis fournissent vraiment une pression vraie sur Israël, cela ne va pas se faire. Parce qu'Israël, ou disons le Premier ministre et le gouvernement israélien, insistent qu'ils n'ont qu'une seule solution, c'est de continuer cette guerre jusqu'au retrait de leurs prisonniers, la libération des prisonniers. Ce qui ne va pas jamais être fait par la solution actuelle. Mais en même temps, si on arrête le génocide, la guerre, les crimes de guerre qui sont en train de se passer, ce gouvernement va tomber de lui-même. Et c'est ça le vrai problème qu'on a devant nous maintenant. De l'autre côté, on vient juste de voir hier, pour un peu prendre l'esprit de ce qui se passe, on a vu, à cause des accusations israéliennes à l'organisation des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, à cause des accusations israéliennes pour 12 de ses employés, déjà, on a une bonne dizaine de pays, y inclut les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, l'Italie, et même la Finlande, et tous ces pays européens qui ont suspendu leur soutien pour cette organisation pour des accusations simples qui n'ont jusqu'à maintenant pas été prouvées. Cela vous montre à quel point ces pays, dont la plupart sont des pays de l'OTAN, tiennent à soutenir Israël jusqu'au dernier coup. N'oubliez pas, une chose très importante qu'on doit souligner tous, que du moment où la Cour internationale de justice va se prononcer que Israël est finalement vraiment, comment dirais-je, accusé de crimes contre l'humanité et de génocide, tous les pays qui ont aidé Israël sont complices par nature. Alors, oui, mais monsieur l'ambassadeur, est-ce qu'ils attendent le verdict du tribunal pour se rendre compte qu'ils ont soutenu un génocide? Exactement. On ne pourra pas tous tenir cela, mais ils sont en train de supporter Israël. Peut-être que Israël pourra, avec ce support, libérer ses otages et terminer de la manière qu'elle veut. C'est ça le vrai problème, c'est que tout le monde pense, disons le monde de l'Occident, il pense que Israël est en train de mener une guerre juste contre les terroristes de Hamas. Or, ce qui se passe, c'est qu'il y a un génocide contre le peuple palestinien de Gaza et même en Cisjordanie. Oui, mais les pays du monde entier, monsieur l'ambassadeur, ils ont les rapports des organisations humanitaires internationales qui sont à Gaza. Exactement.
Mais même ces organisations, maintenant, ils sont en train de mettre en valeur leur crédibilité avec ce qui vient de se passer avec l'organisation. N'oubliez pas, toutes ces organisations sont menacées par les États-Unis de suspendre le soutien pour eux. Et cela veut dire quelque chose de très important. Il est temps aussi de commencer à parler qu'on doit, nous, les pays arabes, qui soutiennent la cause palestinienne, remplir ce vide avec des soutiens concrets à l'organisation des réfugiés palestiniens, l'organisation internationale des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Et quelle est la position des États-Unis, monsieur l'ambassadeur? Est-ce que les États-Unis continuent à soutenir avec la même rigidité Israël? Non, il y a une différence, mais jusqu'à maintenant, ce n'est pas arrivé au point où les États-Unis vont vraiment menacer Israël, notamment qu'on rentre bientôt dans la période la plus délicate des élections américaines. Personne des candidats pour la présidence, que ce soit le président actuel Biden ou autre, qui que ce soit, n'est pas en train d'essayer à tout prix de gagner le vote des électeurs juifs et des groupes de pression juifs aux États-Unis. Comme vous le savez, les décisions dans notre pays se prennent d'une manière démocratique, se prennent en regardant les intérêts de l'Égypte, mais aux États-Unis, il se passe autrement parce qu'on peut faire des élections, même si vous êtes juste, si vous êtes contre les Juifs, à cause du support indéfinitif qu'ils font pour ceux qui soutiennent l'État d'Israël, et ceux qui ne supportent pas l'État d'Israël n'ont pas une chance de gagner les élections, malheureusement, à cause de le pouvoir du lobby juif aux États-Unis. Alors, les choses se font d'une manière totalement différente de ce qu'on a l'intention de faire ici. Donc, vous pensez que Biden et Netanyahou auraient des chances au prochain gouvernement? Je ne parle pas de Netanyahou. Non, mais moi je pose la question pour les deux. Est-ce que vous pensez que Netanyahou aura des chances d'être reconduit à la tête du gouvernement, comme Biden d'être reconduit aussi? Non, il n'a aucune chance parce qu'il a un problème interne que le public israélien, il pense que Netanyahou est responsable de ce qui s'est passé le 7 octobre, de l'attaque de la résistance palestinienne. Il pense que lui, il n'a pas fait son travail tant qu'il le fallait, et c'est pour ça qu'il va perdre les élections. Notamment qu'il est aussi accusé de crimes d'autres natures de corruption, si vous voulez. Oui. Et cela met aussi son futur en question. Mais, de la part de Biden, lui, il a une chance de tenter son deuxième terme en tant que président des États-Unis, mais l'essentiel pour lui, c'est de ne pas perdre les voix des Juifs en forçant Israël aujourd'hui à arrêter cette guerre. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, on n'a reçu aucune indication des États-Unis qu'ils sont en faveur d'un cessez-le-feu. Jusque la dernière résolution du Conseil de sécurité, et Biden et l'administration américaine, eux, ils ont refusé, ils ont commis le veto tout seuls, même à leur allié principal, le Royaume-Uni, a voté, s'est abstenu de voter contre le cessez-le-feu. Le seul pays qui l'a fait, c'était les États-Unis avec 14 contre 1, mais qui a le droit du veto. Et c'est pour ça qu'on a vu que jusqu'à présent, Israël continue sa guerre et son génocide sur le peuple palestinien, malheureusement, avec un support clair des États-Unis. Peut-être qu'il y a une divergence de position, mais malgré tout, il y a toujours le support inconditionnel des États-Unis pour Israël. Mais il y a aussi plusieurs éléments là, monsieur l'ambassadeur. Tout d'abord, Israël, elle poursuit un concept, le Hamas, qui n'est pas uniquement à Gaza, et que même
pendant 3 mois, elle n'a pas pu l'exterminer à Gaza et ça sera très difficile de l'exterminer. Ça, c'est une chose. Autre chose, Israël a subi des pertes énormes pendant ces 3 mois. Et ce conflit qui n'a mené à rien pour le moment, sauf que la perte de milliers de vies de femmes et d'enfants du côté de Gaza est une honte pour le Premier ministre israélien. Bon, permettez-moi de donner un exemple qui peut peut-être rapprocher l'idée. Vous savez, c'est un peu comme quelqu'un qui joue. Qui joue, je veux dire, qui joue dans un casino. Et cette personne est en train de perdre et il continue à mettre plus d'argent pensant qu'il va gagner la prochaine fois. Malheureusement, c'est la situation actuelle avec le gouvernement israélien, notamment l'armée israélienne, qui est en train de continuer sa guerre en espérant de pouvoir gagner finalement, éradiquer pas seulement Hamas, mais toute résistance palestinienne. Et c'est ça le problème. Et c'est ça vraiment la situation où on est maintenant. La situation est très délicate et en même temps, on n'a aucun choix que d'attendre une vraie pression des pays qui sont en train d'aider d'une manière concrète. Je parle des pays qui donnent des armes, des pays qui donnent des munitions, des pays qui aident à ce qu'Israël continue son génocide. Ces pays, tant qu'ils sont en train de soutenir Israël, Israël ne va pas arrêter. Israël a toujours eu l'habitude d'être contre la communauté internationale en sa totalité. On a des tas de résolutions des Nations Unies, de l'Assemblée générale contre Israël. Et cela n'a fait bouger rien en Israël. Israël sent toujours qu'elle est condamnée par les Nations Unies parce qu'ils sont injustes et qu'ils sont antisémites. Ce qui n'est pas la vérité. Israël ne veut pas voir la vérité. Cette fois, finalement, on a une décision légale qui dit qu'Israël peut bien être condamné de crimes de guerre et de génocide. Et cela va se voir très bientôt, mais en même temps, on ne pourra pas attendre ça, parce que, comme vous venez de le dire, que le nombre de morts est en train On perd des vies chaque seconde. Chaque seconde, on perd des vies. Monsieur l'ambassadeur, ma dernière question pour vous concerne la solution à 2 États. Est-ce que vous pensez que cette solution serait un jour envisageable? Mon propre point de vue, et c'est strictement personnel, je ne représente pas le gouvernement égyptien, mais je présente quelqu'un qui est en train de faire une analyse de cette solution est déjà morte il y a longtemps. Et à cause du 7 octobre, et les génocides qui a commencé le 7 octobre jusqu'aujourd'hui, il sera trop difficile de reprendre ce même élan. Israël a toujours continué à annexer des territoires et maintenant il pense même à annexer des territoires de Gaza, ce qui est impossible à faire malgré tous les espoirs israéliens. Mais la seule solution que je vois qui peut être vraiment exécutée, c'est la solution d'un seul État. Un seul État démocratique qui comprend les Juifs, les Arabes, ensemble dans un pays où tout le monde a le même droit selon la démocratie de ce pays. Monsieur l'ambassadeur, je vous remercie bien pour cette intervention. Et on va à présent passer à notre second reportage qui concerne le Premier ministre Mostafa Madbouli qui a, lors d'une réunion, a suivi les efforts de coopération avec le secteur privé pour mettre en place des projets d'industrialisation, notamment dans le domaine de l'eau potable et de l'assainissement de l'eau. Un reportage. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a déclaré que l'État tenait à augmenter à 65% la contribution du secteur privé dans les différents projets de développement et de services mis en œuvre à l'échelle nationale.
Le chef du gouvernement s'exprimait lors d'une réunion avec le gouverneur de la Banque centrale, Hassan Abdallah, et un certain nombre de ministres concernés pour suivre les efforts de coopération avec le secteur privé pour mettre en place de projets d'infrastructure, notamment dans le domaine de l'eau potable et l'assainissement. Madbouli a souligné que l'État était soucieux ces dernières années d'établir des infrastructures avancées dans divers secteurs afin d'atteindre les taux de développement visés dans le cadre de la vision 2030 de l'Égypte, améliorer le niveau de vie des citoyens et développer les services de base dans toute la République. Le chef du gouvernement a en outre souligné la grande importance de relever le secteur du tourisme et des antiquités dans l'agenda et les dossiers de travail du gouvernement. L'Égypte représentant une destination touristique mondiale et disposant des potentiels prometteurs dans ce domaine. Selon Madbouli, ce secteur contribue aux ressources en devises de l'État, ce qui nécessite de poursuivre tous les efforts pour soutenir ce secteur vital. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Ahmed Issa, a pour sa part passé en revue les efforts déployés par le ministère actuellement pour promouvoir le secteur touristique et les mécanismes visant à augmenter le nombre de touristes arrivant en Égypte au cours de l'année en cours, ainsi que le nombre de touristes prévus. Le ministre du Tourisme et des Antiquités a également abordé les dernières étapes des travaux de construction du Grand Musée égyptien en vue de l'ouverture complète prochainement de cet important édifice. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a déclaré que l'État tenait à augmenter à 65% la contribution du secteur privé dans les investissements et à l'encourager à accroître sa participation dans les différents projets de développement et de services mis en œuvre à l'échelle nationale.